Je suis ravie que l'enregistrement soit en cours. Bonjour à ceux qui commencent avec l'enregistrement en cours de route. Donc, quand on les fait lire seuls face à un adulte et dans une autre situation expérimentale, non plus seul face à un adulte, mais aussi avec un chien, on se rend compte que les gestes de nervosité de ces enfants qui lisent à haute voix diminuent de manière significative. Donc, vous voyez que juste en changeant le paramètre de la présence d'un chien que ces enfants ne connaissent pas, on a des changements comportementaux qui sont le reflet d'un stress. La vie avec un animal a aussi des effets sur notre santé. En effet, les enfants qui grandissent avec un animal de compagnie vont réduire leur risque associé à la sédentarité et au temps passé devant les écrans. Et être même exposé à un animal durant votre première année de vie fait que vous avez moins de risque de développer de l'eczéma ou aussi d'autres allergies en grandissant, et ça perdure à l'âge adulte. Il y a aussi des apports sociaux du fait de vivre avec des animaux quand on est un enfant. Les apports sociaux, ils sont aussi simples que développer des capacités empathiques plus importantes quand on est un enfant qui grandit auprès d'un animal que quand on est un enfant qui grandit sans animal à la maison. Ça diversifie les individus avec qui on peut interagir, et on apprend aussi l'altérité, c'est-à-dire qu'un autre que moi peut avoir des besoins différents, notamment si c'est quelqu'un d'une espèce différente. Et on a aussi montré que les enfants développent mieux et plus vite leurs comportements prosociaux. Qu'est-ce que j'entends par comportements prosociaux ? Ça va être des comportements d'aide, aller apporter de l'aide à autrui, du réconfort envers autrui. Et clairement, les enfants qui grandissent auprès d'animaux ont plus ces comportements prosociaux que les enfants qui grandissent sans animaux, et les développent aussi plus vite dans leur processus de développement. Pourquoi, en fait, l'animal aide à réguler ses comportements ? En fait, quand un enfant va avoir un comportement plutôt négatif, inapproprié avec l'animal, que va faire l'animal ? Il va tout de suite réagir vers un retrait, une interaction négative, mais en tout cas, il ne va pas masquer le fait que ce comportement n'est pas socialement adapté. Alors que quand la situation elle est agréable, l'interaction est positive pour l'animal, l'interaction va continuer, notamment ça peut être par du jeu, pas de la caresse, etc. Et ce jeu où l'enfant va apprendre à réguler ses comportements, à avoir finalement des interactions socialement adaptées, va être essentiel dans l'apprentissage de son répertoire comportemental. Et apprendre à bien interagir avec l'animal, on a pu montrer que ça peut se transférer aussi aux autres êtres humains, aux autres copains de son âge, mais aussi avec des adultes. Et vivre avec un animal, ça a beaucoup d'impact sur le bien-être. Je pense qu'un des meilleurs exemples a été la période de confinement pendant le Covid. Et on a montré que les personnes qui ont été confinées avec des animaux de compagnie ont eu un effet protecteur contre la dépression et la solitude. Typiquement, pendant cette période de pandémie, une étude aux États-Unis a montré que 65% des parents qui avaient des animaux de compagnie rapportaient des effets bénéfiques de l'animal pendant cette période. Ça a été une source de distraction, ça a réduit le sentiment de solitude, ça a allégé le stress et l'anxiété des enfants. Donc vous voyez que même dans des périodes très extrêmes, où là les gens ont été coupés socialement, notamment les enfants de leurs copains, la présence de l'animal à la maison a été vraiment quelque chose de salvateur. Et l'animal, il aide aussi dans le quotidien à acquérir plus d'autonomie. Il amène à se décentrer, à se soucier des besoins d'un autre, expérimenter aussi une inversion des rôles. Quand on est enfant, très souvent, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Les adultes prennent soin de nous. On a peu d'autonomie, peu de prise de décision. Et là, d'un seul coup, le jeune, il peut devenir la personne qui prend soin d'autrui, celui qui va nourrir les poissons, qui va aller promener le chien, qui va ouvrir la porte au chat. Et c'est extrêmement important dans la construction d'estime de soi et dans un pas de plus vers l'autonomie. Par exemple, une étude australienne a montré clairement les apports de la balade du chien dans la prise d'autonomie des préadolescents. Et enfin, je donnerai un dernier exemple qui est très bien documenté d'un point de vue recherche.
C'est vivre avec un animal, c'est aussi un soutien dans l'apprentissage à la maison, un soutien dans l'apprentissage des cycles de vie. On va pouvoir parler plus facilement par le biais des animaux avec lesquels on vit au quotidien, de la jeunesse, du fait qu'à l'adolescence, et ben oui, aussi dans les autres espèces animales, on a du conflit, il peut y avoir des distensions, on quitte la maison à un moment. Et puis on va aussi parler du deuil. Quand on perd un animal, ben peut-être que c'est les premières fois où l'enfant expérimentera la mort, et ça permet d'aborder ces questions-là, non pas directement avec le grand-père, la grand-mère, le petit frère qui va naître, mais par le biais des animaux, et c'est un très bon vecteur d'apprentissage des cycles de la vie. Alors, dans cette introduction, peut-être qu'il y a des mots-clés qui résonnent pour vous par rapport à des enjeux d'éducation. L'attachement, le handicap, l'intégration, les bienfaits, la relation. Eh bien, on va voir à quel point l'animal qu'on côtoie dans nos quotidiens, à partir du moment où il casse les murs et il rentre dans l'école, il peut aussi avoir un rôle majeur. Je vous en ai parlé en introduction, en essayant de vous rappeler peut-être des souvenirs personnels, en vous parlant de mes souvenirs d'animaux à l'école. Si on regarde, même si c'est pas exhaustif, quels types d'animaux peuvent rentrer à l'école ou en tout cas qu'on peut côtoyer quand on est un élève. Il y a les animaux simple ornement, le bocal de poisson rouge, les phasmes. Il est là, il est présent dans la classe, mais il n'y a pas de projet pédagogique qui est fait avec ces animaux-là. Il est juste présent. On a des animaux de hasard. La meilleure espèce qui est l'animal de hasard, c'est le chat. C'est celui qui décide que la cour de récré, ça deviendra son territoire. Éventuellement une classe qui peut être entrouverte et il décide que c'est le bon endroit pour venir faire sa sieste. Et on a de nombreux établissements scolaires qui se voient comme ça, colonisés par un chat, par deux, et ils acceptent de les accueillir, et c'est comme ça que l'animal rentre dans l'école. On en a parlé aussi en préambule, les chiens d'assistance. Alors le chien d'assistance, il peut être remis à un élève qui l'accompagne de par son handicap, et il rentre à l'école, mais ça peut être aussi le fameux CARS. Qu'est-ce que c'est le CARS? Le CARS, c'est un chien d'assistance de réussite scolaire, et donc il va être remis à la classe ou remis à l'établissement, et il va avoir des missions pédagogiques. Ça peut être aussi un animal du personnel. En fait, on peut avoir le directeur qui décide d'amener son chien, un des professeurs, et donc l'animal est là sans avoir une formation particulière. Il peut y avoir aussi des projets pédagogiques qui sont faits avec un animal dans la classe, comme la lecture avec le chien. On y reviendra tout à l'heure. Des séances de médiation animale. Et dans certains cas, eh ben, on sort des murs de l'école et on va visiter des fermes pédagogiques. On peut avoir une ruche, on peut avoir un poulailler. Donc, c'est pas exactement dans les murs de l'école, mais ça reste dans le cadre du temps de scolarisation. Alors, je ne vais pas pouvoir ce soir vous faire un panel exhaustif. On va déjà se focaliser sur ces 4 grands points que je vous ai donnés en préambule. Et on va notamment commencer par la médiation animale. Alors, la médiation animale, elle a plein de définitions, mais on va en retenir une. En fait, c'est une méthode d'intervention, une pratique basée sur les liens bienfaisants entre les animaux et les humains à des fins, par exemple, préventives, éducatives ou thérapeutiques. Donc, vous avez le bénéficiaire. Ici, les bénéficiaires, ça peut être les élèves. Vous avez un professionnel qui va travailler notamment en duo avec un animal. Ça peut être un chien, ça peut être un cheval, un cochon d'Inde ou d'autres types d'animaux. Et ils vont être présents sur un temps de classe ou un temps hors scolaire, mais dans l'établissement, pour avoir vraiment un objectif particulier à travailler avec les élèves. Si on regarde un petit peu toute la littérature scientifique, eh ben, il y a quand même une manne de recherches qui ont été faites et les apports de ces séances de médiation animale. Donc, quand un professionnel est là avec son animal et qu'il travaille des choses spécifiques avec les élèves, les apports sont multiples, aussi bien pour les jeunes avec un développement typique que ceux qui présentent des difficultés. Des difficultés d'ordre de 10, des difficultés de développement comme le trouble du spectre de l'autisme ou des difficultés de socialisation. Elles peuvent être multiples et on trouve des apports dans différents cas. Alors, je vous les ai un petit peu synthétisés pour que vous vous rendiez compte sur quoi on a travaillé. Ces séances de médiation animale, souvent faites par des chiens, elles aident clairement à réduire le stress.
Ça, c'est quelque chose qui est clairement démontré. Ça va aussi modifier des dynamiques de classe. C'est-à-dire des classes où on pouvait avoir de l'agressivité, des tensions entre les groupes. Ben, ça permet de remettre une dynamique très positive entre les élèves. On va aussi pouvoir travailler les compétences motrices et les consignes, compréhension de consignes. Alors oui, il y a des apports de ces séances de médiation animale quand on travaille spécifiquement sur ces compétences motrices, mais ça va être exercice dépendant. Dans certains cas, on a beaucoup de bienfaits, dans d'autres cas, c'est un peu plus mitigé. Mais ça reste quand même globalement positif. Sur la socialisation des élèves, c'est-à-dire notamment acquisition des compétences prosociales dont je vous ai parlé tout à l'heure, ben là, on a des choses qui se mettent en place. Malheureusement, les études scientifiques, elles se passent sur du court terme. On n'arrive pas à savoir si ces compétences sont maintenues une fois ces séances finies et si on revient 1 mois après, 2 mois après, 6 mois après. Donc, sur le court terme, oui. Sur le long terme, on a un point d'interrogation. Alors, on a quelques études qui restent rares et qui nécessitent d'être confirmées, mais pour l'instant, on semble bien aussi montrer que ces séances de médiation animale ont des points positifs sur l'empathie et sur la concentration et sur la compétence de lecture. J'y reviendrai après puisque c'est un exemple très spécifique. Alors, on va faire du concret. Parce que là, je vous ai parlé d'une synthèse, c'est bien beau, mais quelques petites expériences pour que ça vous parle un peu plus. Quand je vous dis réduire le stress à l'école, ben, comment on le mesure, comment on le voit? Ça, c'est une étude qui a été faite par des collègues en Europe qui a comparé des grandes cohortes d'enfants. Très souvent, c'est des petites cohortes, mais là, cette étude, elle est très forte parce que vous voyez qu'il y a plus d'une centaine d'enfants qui ont participé entre 8 et 11 ans. Et on leur a proposé un programme sur 4 semaines. Soit ils étaient inclus dans un programme de médiation animale avec le chien, soit un programme de méditation, soit un atelier classique d'école, mais pas un programme spécifique de réduction du stress. On a mesuré le cortisol salivaire parmi d'autres paramètres, mais c'est celui sur lequel je veux vraiment qu'on se concentre ici. C'est des enfants sans besoins particuliers, mais aussi une cohorte, vous voyez, d'enfants avec des besoins particuliers d'éducation. Ça peut être des soucis de décrochage scolaire, des troubles du développement, c'est assez mixte, mais en tout cas des enfants avec des besoins particuliers. Si je vous montre ici un des résultats, mais ça va dans le même sens pour les enfants sans besoins particuliers, vous voyez clairement que les enfants avec besoins particuliers en avant-après ces 4 semaines n'ont plus le même niveau de stress au début de la journée, au moment où on mesure le taux de cortisol dans la salive. Pour les enfants qui sont restés enfants contrôle, donc activité de classe classique, vous voyez qu'on reste stable sur les mesures de cortisol avant et après 4 semaines d'intervention. Normale, ils n'ont pas eu d'intervention particulière. Ceux qui ont fait l'atelier relaxation, méditation, on voit qu'il y a une légère diminution du stress. Et par contre, en bleu, vous voyez que après 4 semaines d'intervention de médiation animale avec le chien, on a une claire diminution du stress à l'école qui se traduit par cette baisse de cortisol salivaire. C'est la même chose pour les enfants sans besoin particulier. Alors, je vous ai dit aussi, ça améliore l'ambiance de classe. Quand ça améliore l'ambiance de classe, eh ben, ça peut passer par l'amélioration des comportements des enfants à l'école. Ici, c'est des expériences qui sont faites avec des animaux qui sont en résidence à l'école, mais sur des ateliers aussi spécifiques à des moments clés. 2 petits exemples d'expériences. Un qui est fait dans une école en Autriche, où on va comparer une classe qu'on suit sur plusieurs semaines et qu'on compare à une classe où un chien arrive et reste dans la classe au quotidien et des exercices sont faits spécifiquement entre le professeur, le chien et les élèves sur justement l'amélioration des comportements des enfants dans la classe. Clairement, on a des améliorations. Et ces améliorations, elles sont à peu près similaires à une autre expérience qui était faite sur 6 mois avec des enfants, donc une classe d'enfants typiques beaucoup plus jeunes. On a des enfants de maternelle de 2 à 5 ans où le lapin était présent dans la classe, donc présent toute la journée, mais avec des exercices spécifiques 2 fois 2 heures par semaine. Les résultats convergent aussi bien avec le chien en résidence dans la classe que le lapin en résidence dans la classe,
Clairement, les enfants qui ont cet accès à l'animal développent leur capacité d'empathie, vont avoir des émotions beaucoup plus adaptées avec leur père et ils ont gagné en autonomie. Néanmoins, comme toute expérience où un animal est là en résidentiel dans la classe, il est toujours important de se questionner sur les conditions d'accueil de l'animal et les conditions de vie de l'animal. Un chien en résidence dans la classe, ok, ça fait quand même beaucoup d'heures. Est-ce qu'il a des espaces où il peut se reposer sans être sollicité? De même pour le lapin. Le lapin, il peut avoir beaucoup de stimulation avec du bruit. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans une classe de maternelle. C'est loin d'être aussi silencieux que vous ce soir. Donc voilà, attention, quand on a un animal en résidence dans la classe, on se pose tout de suite les questions, quelles sont les conditions de vie de ces animaux? Est-ce qu'elles sont optimales? Et puis, je finirai les exemples autour de la médiation animale par un projet que je trouve absolument extra et qui est suivi par un collègue maître de conférence en psychologie à Reims et qui est développé au sein de l'Académie de Lyon. Donc, ça s'appelle le cartable de Rico. Et donc, Rico, que vous voyez ici, il est inclus dans plein de disciplines, de plein de matières en dispositif Ulysse Collège. Il va accompagner les élèves dans la lecture, dans les mathématiques, pour vraiment travailler sur les compétences de ces élèves. Et il est vraiment là comme un vrai deuxième prof. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que, comme vous le voyez sur les images, il travaille vraiment sur le vocabulaire, mais avec des aspects aussi motricité. Dans ce projet plus large du cartable de Rico, que vous pourrez découvrir en ligne, bien sûr, il y a Rico, mais il y a aussi des activités en dehors de la classe qui sont faites avec des chevaux et même un chameau. Petit teaser, parce que je suis sûre que vous allez vouloir savoir ce qu'ils font avec le chameau. Voilà pour les aspects médiation animale. Maintenant, je vais aussi vous parler plus spécifiquement de la lecture avec le chien parce que je trouve ça hyper intéressant, parce que ça se développe aussi bien dans la pratique que dans la recherche. Alors, dans la recherche, ça reste quand même aux prémices, mais les premières études sont quand même hyper encourageantes. Quand vous proposez à des enfants typiques qui n'ont pas de problème particulier dans les apprentissages des lettres, des phonèmes, quand ils rentrent vraiment dans la lecture, on va leur proposer de faire 1 heure par classe pendant 1 an de la lecture avec le chien. Alors vous allez me dire, à 3 ans de la lecture, mais en fait, c'est des images et les enfants vont raconter l'histoire au chien. Et le chien est là, avec le groupe d'enfants, qui lit ou qui raconte l'histoire qui est en visuel. Eh bien, il s'avère que le score de lecture augmente la fluidité dans le fait de raconter l'histoire, mais uniquement en maternelle. Dans cette étude, il n'y a pas d'amélioration particulière pour les enfants les plus âgés. Quand on regarde des enfants avec des difficultés diverses, notamment autour de la lecture, on a eu une grosse étude qui a été faite sur des enfants de 7 à 13 ans. Et on compare leurs compétences de lecture avant-après ces activités de lecture. On se rend compte que seulement en lisant 20 minutes par semaine pendant 2 mois et demi à un chien, eh ben, on a un taux et une précision de lecture qui s'améliore, des scores de compréhension qui s'améliorent quand on lit avec le chien, plutôt que dans le groupe contrôle où on ne lit pas avec le chien. Alors, on a beaucoup de programmes qui sont faits comme ça dans les écoles, où soit le prof vient avec son chien pour faire la lecture sur des moments clés, ou on a des intervenants extérieurs qui viennent, ou alors on a cette expérience qui se passe dans les Pays de la Loire, c'est pas très loin de chez nous, donc c'est aussi l'occasion de découvrir, où Madame Blanchard, elle travaille au CDI et elle accueille des élèves au CDI pour faire des temps de lecture avec son chien. Et donc, je vais vous montrer comment ces activités se passent avec un petit extrait vidéo. Alexis, il a fait des gros progrès en lecture sur les sons. Et puis, avant, Alexis lisait 2-3 lignes. Et puis là, on a lu quoi aujourd'hui? On compte, Alexis, combien on a lu de pages aujourd'hui? C'est pas mal, je pense. Hein. La fillette était devenue une ravissante demoiselle
Schedule, il s'allonge par terre et puis il s'endort. Ou il écoute. Il est attentif à l'histoire. Mais il te juge pas, en fait, c'est Non. ça. Il me regarde et il me demande de continuer à lire l'histoire du fois. Lorenzo, tu nous dis où on était rendu? Alors, Donc, vous voyez, c'est des ateliers qui peuvent être faits en individuel. Donc, Madame Blanchard est là avec son chien et puis l'enfant va lire au chien. Ce que vous entendez, en fait, qui est dans le témoignage, mais qui sont des choses qui ressortent par la recherche, c'est « il ne me juge pas ». À aucun moment, on se sent jugé si on bute sur un mot, parce que le chien, il est là, il apprécie, à la rigueur, il se fait même câliner dans certains cas. Et ça motive, il écoute. Donc, en fait, ce contexte de confiance est optimal dans l'apprentissage de la lecture. D'autant plus que je vous ai dit que être en présence d'un animal, c'est un effet anxiolytique, un effet déstressant. Or, on sait que quand un apprentissage est fait sans stress, il est beaucoup plus efficace. Donc, on est dans un contexte assez optimal d'apprentissage quand on est au contact de ce chien. Ça peut se faire en individuel, où là, vous avez vu le petit court extrait qui est juste pour introduire le fait que ça peut être même fait en groupe. Et finalement, le regard des copains en présence de ce chien, il devient secondaire et on est capable de lire devant du public. Et ce qui semblait avant insurmontable devient quelque chose de beaucoup plus facile par cette présence animalière. Et je finirai un petit peu cette partie médiation animale par quelque chose d'assez unique, parce que là, je vous ai parlé de la France, mais je voudrais vous parler de ce qui se passe aux États-Unis, notamment dans une école un peu particulière qui s'appelle Green Chimneys, 1 heure de train au nord de New York, qui a eu une démarche pionnière depuis 1947. Donc, on se rend compte que c'est pas quelque chose qui date d'il y a 10 ans. Ils accueillent quotidiennement plus de 250 enfants en difficulté de la maternelle au collège. Donc, sur ce site que vous avez en photo, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette école? C'est qu'il y a une scolarité de jour ou internat. Ils accueillent des élèves qui ont échoué dans le parcours classique. Et il y a plus de 200 animaux domestiques qui vivent sur place. Donc, ça peut être des moutons, des chiens, des lamas, des chats, des poules. C'est assez extraordinaire. On n'est pas en format zoo, hein. On est vraiment sur des espaces ouverts. Les animaux se baladent. Il y a après des séances très spécifiques de pédagogie avec ces animaux. Et en plus, ils ont un centre d'accueil pour la faune sauvage qui est blessée. Donc, ces élèves qui sont en totale déperdition scolairement vont aussi apprendre à s'occuper des animaux blessés avec quelque chose qui est un petit peu parallèle. On répare les animaux comme on se répare soi-même. Et c'est vraiment le projet pédagogique de cette école alternative. Et donc, ça aide les élèves à développer leur potentiel afin qu'ils puissent retourner dans leur école d'origine avec les meilleures chances de succès. Globalement, au bout de 2 ans, les élèves retournent dans le circuit classique avec une très bonne réintégration dans le circuit classique. Et c'est une école qui existe depuis 1947, qui continue à se développer et qui fait des émules partout dans le monde, mais c'est vraiment un élément pionnier que je voulais vous citer en termes d'enjeux et de présence animalière à l'école. Et après vous avoir parlé de ces séances de médiation animale et de ces animaux qui n'ont pas reçu une éducation particulière ou standardisée avec des labels, je voudrais passer dans un deuxième temps aux chiens d'assistance. Parce que les chiens d'assistance ont une éducation particulière, ont un cahier des charges un peu particulier. Et déjà, je vais vous définir ce que c'est un chien d'assistance, parce que peut-être que dans la salle, tout le monde ne connaît pas les chiens d'assistance. Alors, on peut en avoir plein. Peut-être que vous avez en tête les chiens d'assistance qui accompagnent les personnes à mobilité réduite en chaise roulante, qui peuvent les aider dans l'ouverture des portes, dans des gestes du quotidien, allumer la lumière. Mais ce ne sont pas les seuls. On a une grande diversité de chiens d'assistance. Ça peut être pour les personnes diabétiques, épileptiques. Ça peut être pour des enfants et des adolescents présentant un trouble du spectre de l'autisme. Et tous ces chiens d'assistance ont quelque chose en commun, qui est d'apporter plus d'autonomie et de bien-être, d'être un soulagement pour les proches, de contribuer à la reprise d'activités ordinaires.
Ces chiens, ils viennent d'élevages qui pratiquent une sélection qui est nécessaire pour garantir des qualités physiques et comportementales. Et quand je vous disais qu'il y a un cahier des charges, c'est parce qu'on demande à ces chiens des savoir-faire précis, des listes d'actions spécifiques qu'ils doivent pouvoir réaliser pour être labellisés chiens d'assistance. Et quand il est remis à un bénéficiaire, eh ben en fait, il est remis gratuitement. En France, le chien d'assistance est remis gratuitement. Et il sera 24 heures sur 24 avec son bénéficiaire. Et après, parmi ces chiens d'assistance, il y a aussi les CARS. Je vous fais un focus très spécifique sur ces CARS, parce que ces CARS, ils sont vraiment spécifiquement éduqués pour rentrer dans l'école et accompagner les plus jeunes dans leur scolarité, dans leur réussite scolaire. Donc, ils sont éduqués par l'association Andy Chien depuis 2020 en France. Et dans ce cas-là, le chien, il est présent au sein d'un établissement scolaire pour contribuer à un mieux-être et favoriser la réussite des élèves. Donc, il assiste aux cours, il participe à des activités pédagogiques et il contribue à des activités de médiation, donc des choses plus ciblées, avec des exercices spécifiques. Aujourd'hui, on a encore peu de données de recherche. Vous imaginez bien, hein, on est en 2025, ça a commencé en 2020. On en a une dizaine en France. Mais il y a des choses qui commencent à se mettre en place d'un point de vue recherche. Je vous en parlerai juste après. Mais concrètement, à quoi ça ressemble la vie d'un CARS? Eh bien, je vais vous laisser découvrir ça. Pour le cours d'éducation culturelle du jour, une vingtaine d'élèves et Little, un labrador de 6 ans. Le chien assiste régulièrement à certains cours de ce lycée agricole privé, une façon originale d'aborder l'enseignement. Puis on va aborder aujourd'hui ensemble un chapitre sur les freins à la communication, autrement dit tout ce qui peut empêcher la relation de communication. Ça dynamise et forcément si ça dynamise un cours, le cours est beaucoup plus agréable, donc l'ambiance et le relationnel professeur-élève est beaucoup plus facile à mettre en place. Il apporte de la bonne humeur et de la joie, ça nous calme, ça nous apaise pendant les cours. On peut tout lui dire en fait, parce que c'est quelqu'un qui répète pas. Et oui, ça nous aide beaucoup pour être rassuré. À ta place. Un chien à l'école, une idée de la directrice de l'établissement avec le concours de l'association Andy Chien. Il y a eu une opportunité de récupérer un chien chez une personne handicapée qui était décédée. Donc ce chien était normalement voué à retourner en famille d'accueil. Elle m'a proposé qu'on puisse le prendre à temps plein à l'établissement, ce que j'ai accepté. Une expérience unique qui permet aux élèves de mieux se préparer à la relation aux autres, un plus pour leur avenir. Je vais vous mettre de sardines dans la main. Dès qu'il met le nez sur la bonne main, vous ouvrez. D'accord ? Pour nos élèves qui sont dans le service à la personne, donc public petit enfant, personnes âgées, personnes handicapées, la relation à l'autre, c'est essentiel et c'est une habileté sociale qu'il faut absolument développer au maximum. Beaucoup de choses sur les épaules d'un chien. Alors à la récré, c'est l'heure de la détente. Il a besoin lui aussi d'évacuer comme les élèves, parce qu'en fait Little absorbe beaucoup les émotions de tous les élèves. Et voilà, c'est son moment. Là, on va aller au château et on va le lâcher. Partie de frisbee, mais aussi moment de tendresse. Avoir un animal, c'est donner de l'amour, c'est avoir de l'amour pour les animaux. Seuls 2 lycées en France mènent aujourd'hui une telle expérimentation. À Mauléon, Little fait dorénavant partie intégrante de l'équipe éducative. Donc là, Little, c'était un des 2 premiers chiens remis en 2020. Depuis, il y en a eu d'autres. Et donc là, vous voyez son quotidien qui est vraiment tourné vers l'apprentissage des élèves, mais aussi l'ambiance de classe. Et finalement, il y a eu aussi une arrivée en Bretagne d'un CARS à Saint-Brieuc avec Ron, donc, que vous voyez sur la photo. D'ailleurs, Émilie est peut-être en ligne, Émilie qui travaille avec Ron. Alors, pourquoi je vous parle de Ron et d'Émilie? Parce qu'on a eu la chance de travailler avec cette classe, avec Émilie et Ron, pendant plus d'1 an, avant l'arrivée de Ron, mais aussi après, pour voir quels étaient les apports de ce chien d'assistance à la réussite scolaire. Alors, je vous donne juste quelques petits témoignages des jeunes qui étaient dans cette classe la première année. Ça nous rajoute de la bonne humeur, c'est bien. Ron nous donne de l'amitié et de l'amour et de la confiance en soi. Alors, bien sûr, ça, c'est des témoignages. Mais on a aussi fait de la recherche
Et on a fait de la recherche qui nous a conduit à un moment donné à présenter les résultats de la recherche à ce qu'on appelle un concours des chercheurs en acte. Donc c'est quand là des professeurs sur le terrain ou des personnels éducatifs décident de monter un projet de recherche accompagné de chercheurs qui est innovant dans la pédagogie. Et donc Émilie nous a emmenés dans ce démarche, dans ce prix, et il s'est avéré qu'on a été lauréat du prix. Et Ron a été le premier chien, comme vous le voyez sur les photos, à rentrer dans le ministère de l'Éducation nationale le jour de la remise du prix. Il s'est bien éclaté, il s'est roulé par terre, il a laissé plein de poils sur les tapis. Mais tout ça pour vous dire que finalement, on a la possibilité aussi avec les chiens de faire tomber des murs, de changer la vision de l'éducation. Mais pour ça, il faut aussi monter jusqu'aux plus hautes sphères, jusqu'au ministère. Et ce jour-là, on espère que ça a pu changer le regard de quelques décideurs qui vont peut-être faire bouger les choses sur le terrain. Alors, je vous ai dit qu'on avait eu un prix, mais bon, il faut quand même que je vous donne quelques résultats parce que c'est bien beau d'avoir un prix. Donc, c'est issu d'un projet de recherche qui a été depuis valorisé par un papier. Et donc, on a suivi des adolescents dans ce dispositif où il y avait Ron et des adolescents qui ne voyaient pas Ron au quotidien, qui ne travaillaient pas avec Ron au quotidien. Et on a mesuré à différents moments dans l'année leurs compétences de reconnaissance d'expression faciale. Donc, aux enfants, on leur mettait des visages d'humains, de chiens, mais aussi de chats avec différentes expressions faciales, de joie, de colère, de tristesse, etc. Avant l'arrivée de Ron, les élèves qui étaient dans le dispositif Ulysse avaient plus de difficultés à reconnaître les expressions faciales, notamment les expressions faciales animales, que les enfants en scolarité normale. Et au bout de l'année, au bout d'un an, avec la présence de Ron, il y a eu un rattrapage et les compétences des jeunes dans le dispositif Ulysse étaient exactement les mêmes que les compétences des jeunes dans les classes normales classiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, au quotidien, pouvoir interagir avec ce chien, tester la reconnaissance des expressions faciales, va pouvoir aider à acquérir des compétences, certes dans la reconnaissance des éléments ayant trait aux chiens, mais aussi aux êtres humains. Donc, ça veut dire les copains dans la classe, mais aussi à l'extérieur, les parents, les frères et sœurs, et donc augmenter ses compétences sociales. Et ce qui fait que ce prix nous a même amené à tourner pour un futur documentaire qui normalement sera diffusé sur France Télévisions l'année prochaine. Donc, voilà. Et pour ceux qui sont physionomistes, peut-être que vous reconnaîtrez la personne qui est de dos. Sinon, je vous le dirai tout à l'heure. Et sinon, je finirai mon propos par le chien d'assistance d'un élève. Parce que là, finalement, jusqu'à maintenant, c'est des choses qui sont organisées par l'équipe pédagogique. Organiser des séances de médiation animale, décider d'accueillir un CARS dans sa classe. Mais un jour, vous pouvez être professeur, avoir un élève qui arrive avec son chien d'assistance. Alors, un chien d'assistance à l'école d'un élève, est-ce que c'est légalement possible? Oui, s'il y a 3 conditions qui sont réunies. L'élève doit être titulaire d'une carte d'invalidité ou de priorité. Ça doit être dans le plan de compensation du handicap. Il faut que ça soit notifié par la MDPH. Et puis, il faut que ça soit un chien d'assistance formé dans un centre agréé. Normalement, à partir de là, ça marche. Il est possible de rentrer dans l'école avec son chien d'assistance. Mais en fait, c'est pas toujours facile. Et je vais vous parler du cas de Suzy. Je ne sais pas si Suzy et Nathalie sont en ligne. Je les ai prévenues. Qui nous ont fait l'honneur avec Nicolas de nous conter leur histoire qu'on a retranscrit dans un chapitre du parcours de Suzy, donc qui est une jeune fille TSA, et qui nous a parlé de sa scolarité avant l'arrivée de son chien d'assistance, Gringo. Nathalie nous a expliqué comment elle a remué ciel et terre alors qu'elle avait tous les droits pour que Suzy aille à l'école avec Gringo. Ça n'a pas marché à l'école primaire. Et par contre, Suzy a pu aller avec Gringo au collège et au lycée, tous les jours. Et ça a été un vrai facteur d'acceptation sociale, de réussite pour elle, parce que être au quotidien avec son chien aussi à l'école a été un facteur essentiel.
Donc en fait, tout ça pour vous dire que même si des fois on remplit tous les papiers, il peut y avoir des établissements qui décident de ne pas accepter ces chiens d'assistance, même si normalement l'accès des chiens d'assistance dans les lieux publics est légal en France. Et donc vous voyez comment même le chien peut rentrer dans les établissements scolaires sans que ça soit finalement une démarche de la part de l'établissement. Encore un exemple assez intéressant. Et là, je vais finir par quelques points de réflexion parce que je vous ai donné beaucoup d'éléments très positifs, mais il y a quand même des précautions non négligeables à avoir quand on décide de faire entrer un animal à l'école et qui est extrêmement important par rapport aux enjeux, ça va être les modalités de contact. Parce qu'on a montré en fait que en fonction du type d'interaction que le jeune va avoir avec ici le chien, les compétences acquises au niveau des fonctions exécutives ne vont pas du tout être les mêmes. Certes, faire des séances de médiation avec un chien va améliorer les compétences exécutives de ces jeunes, mais c'est surtout dans les groupes où les interventions sont les plus intensives. Attention à chaque fois au revers. Intervention intensive, mais quels sont les effets réciproques sur les chiens? Il faut faire aussi attention à la qualité de la relation et le temps passé ensemble, parce que clairement, certes, être en coprésence avec un animal à l'école, comme avec un animal d'ornement, ce dont je vous ai parlé au départ, il n'y a pas ou peu de bénéfices, de peu d'intensité, alors que c'est vraiment quand le lien se tisse, qu'il y a une relation privilégiée, que là, les bénéfices sont les plus variés, les plus importants. Donc, à partir du moment où on décide que l'animal, ça a un enjeu pédagogique, on a envie de l'inclure dans sa scolarité, il faut permettre aux jeunes de la classe de développer une relation avec cet animal. Et puis, le rôle du toucher est hyper intéressant. Une expérience faite avec des enfants avec autisme à qui on a proposé de lire à un chien, vous savez, le programme de lecture au chien, mais ils avaient comme consigne de ne pas toucher le chien pendant la lecture. Il s'avère que dans cette expérience, les apports sont mineurs et surtout non durables. Une fois que l'activité de lecture est finie avec le chien, les apports repartent et ils retrouvent un niveau basal de compétences de lecture. Donc le toucher, pouvoir caresser, pouvoir vraiment être dans l'interaction très proximale semble donc importante. Et c'est aussi le cas dans une autre situation où ces jeunes étaient mis en situation stressante, lecture à haute voix, calcul mental, et on se rend compte qu'il y a une baisse du cortisol salivaire qui est plus importante avec le chien, et plus les enfants ont eu de contact tactile, plus ils l'ont caressé, et plus la réaction au stress, et moins la réaction au stress était prononcée. Donc il y a vraiment un lien et une importance de ce contact proximal avec l'animal. Alors, quel animal à quel âge? Je n'ai pas de données scientifiques à vous donner parce qu'il n'y a pas d'étude qui s'est vraiment posé la question et qui a fait de la comparaison. Est-ce qu'il vaut mieux un chien chez les plus jeunes, un chat chez les plus grands, un cochon d'Inde, un lapin? Par contre, ce qu'on sait, c'est que les enfants de même âge ont des comportements différents selon l'espèce. Et ça, c'est dès l'âge de 2 ans. Un enfant, il adapte son comportement avec l'espèce avec laquelle il interagit. Et surtout, selon leur âge, les enfants n'ont pas les mêmes stratégies d'interaction. Par exemple, on sait qu'avec un chat, quand on est avec un enfant très jeune, ça va être beaucoup de contact tactile. Et quand l'enfant grandit, on va privilégier des interactions plus ludiques de jeu et beaucoup de vocalisation et de verbalisation. Donc, il faut se dire, OK, en fonction de l'âge, on n'a pas les mêmes interactions et peut-être que certains animaux sont plus ou moins adaptés. Il y a une pratique en expansion, je ne vais pas vous le nier, mais il y a aussi des risques théoriques qu'il ne faut pas négliger. Quelque chose qui est majeur, c'est les allergies. Attention, dans une classe, il peut y avoir des gens allergiques. Donc, on fait bien attention quand on monte un programme où on accueille un animal dans la classe, qu'il n'y ait pas d'allergie. Il y a aussi la question de l'acceptation culturelle, notamment dans des zones géographiques où on a beaucoup de cultures différentes. Il faut se poser la question, est-ce que dans les cultures que j'accueille au sein de ma classe, l'animal est bien perçu?
Je pense notamment à certaines branches de l'islam où le chien est considéré comme impur. Dans ce cas-là, est-ce que pour cette classe, choisir un chien est l'espèce la plus adaptée? Peut y avoir les peurs et les phobies, ça c'est totalement incontrôlable, mais par contre on peut poser la question avant. Pour certains, il va y avoir un élément qui va être souvent mentionné. Avoir un animal dans la classe, ça va distraire l'attention des élèves. Eh bien, c'est faux, c'est le contraire qui se passe. On a quelques études qui montrent que la présence animalière permet aux personnes présentes dans la pièce, que ça soit et le professeur, mais aussi les élèves, de mieux se concentrer sur leurs tâches. Donc, ça n'a pas un effet distracteur, au contraire. Et puis, bien sûr, on est sur du vivant. Hein. On ne peut jamais garantir à 100% qu'il n'y ait pas d'accident ou de morsure. Mais un animal bien éduqué, bien dans ses pattes, des élèves à qui on apprend les gestes adaptés, eh ben, on minimise les risques d'accident. Mais le risque zéro n'existe pas. Alors, vous allez me dire, OK, super, mais il y a une loi qui régit tout ça? Ben non. Aujourd'hui, en France, on n'a pas de loi qui régit la présence animalière à l'école. On a des directives par académie, on a aussi des établissements qui essayent de mettre en place certains textes, mais en tout cas, il n'y a pas de loi notamment qui régit le cadre législatif de la pratique de la médiation animale. À venir et qui notamment se discute suite notamment au dépôt d'un projet de loi autour de la législation de la médiation animale. Et ce dépôt de loi a eu lieu cet été en juillet. Il n'est pas encore examen. Pas dans le contexte politique actuel. À mon avis, que ce sera la priorité. On verra quand est-ce que ça passera à l'Assemblée. Je dirais par un élément important, parce qu'on s'est très focalisé sur les apports de l'animal pour les humains. Mais quand on travaille avec l'animal, il faut ne pas oublier que notre rôle, c'est d'assurer le bien-être des partenaires animaux. Parce que la présence animalière, elle ne s'improvise pas. On n'emmène pas son chien à l'école juste parce que son chien est sympa. C'est un être vivant, il est doué de sensibilité et ça ne va pas être une baguette magique qui va résoudre tous les problèmes au sein d'une classe. Donc, c'est vraiment quelque chose que je veux que vous gardiez en tête ce soir. Certes, c'est un super levier pédagogique, il peut apporter énormément de choses dans l'éducation, mais il faut faire attention à son bien-être. Et bien sûr, ça s'inscrit dans un système, je vous ai parlé de la classe, mais la classe, ça s'inscrit dans un établissement, ça s'inscrit dans une académie avec un rectorat, une inspection, il y a des familles à l'extérieur. Donc, en fait, ce type de projet, c'est un peu une poupée russe pour savoir jusqu'où on va dans l'acceptation, jusqu'où on va dans les effets. Peut-être que ça a des effets aussi, des répercussions dans les familles. En tout cas, j'espère que dans ce petit voyage de presque 1 heure, j'ai pu vous donner des clés pour que vous vous rendiez compte de comment l'animal peut être un vrai vecteur dans les dossiers de l'éducation aujourd'hui, dans la maîtrise des fondamentaux, dans l'aspect apprentissage et valeurs et respect d'autrui. Et puis, je finirai, parce que j'aime bien poser des questions pour finir. À quand l'animal à l'université? Moi, je serais très pour la présence d'un CARS au moment des examens pour déstresser les étudiants, au moment des éléments clés, quand on commence l'année scolaire et qu'on ne connaît personne. Est-ce que des ateliers ou par le vecteur de la présence animalière, ça permettrait de se faire des amis? En tout cas, je pose la question et s'il y a des décideurs de l'université qui m'entendent, je serais ravie d'en discuter avec eux. Merci à vous tous et si vous avez des questions, avec grand plaisir. Et puis un merci particulier à mon partenaire avec qui je travaille énormément, Nicolas Dolion, qui est à Reims. Merci. Et pour anecdote, si vous me posez la question, c'est bien moi en photo avec mon premier chien. Le look des années 80, vous notez. Hein. Je l'ai mis en noir et blanc parce que j'ai un peu honte des couleurs. Allez-y, si vous avez des questions. Ouais. Alors, j'ai une question de Magali en ligne. Peut-on faire valider son chien CARS? Non, en fait, pour avoir un chien CARS, il faut vraiment s'adresser à l'association parce que c'est tout un protocole de formation. Les chiens
sont choisis dès l'âge de 2 mois. Ils ont une formation en famille d'accueil. Et au moment où ils retournent au centre, il y a des orientations. Et certains chiens sont reconnus ayant des compétences pour aller vers une formation de CARS. Et donc, c'est vraiment très spécifique. On ne peut pas faire labelliser un chien CARS s'il n'a pas suivi tout ce processus. Merci à tous ceux qui disent merci aussi. En ligne, pardon, il faut que je boive. Oui. Juste par rapport au chien CARS, c'est une information identique au chien d'assistance ou il y a des spécificités du Alors, les chiens CARS ont un socle commun qui est spécifique à tous les chiens d'assistance. Et après, quand on a identifié le profil que ça pourrait être un bon chien CARS, ils ont une spécialisation. Donc, spécialisation, ça va être contact avec les jeunes pour déjà être familier. Ça va être calme dans certains moments et être actif dans d'autres, répondre à certaines commandes spécifiques. Donc, ça va être vraiment conçu en fonction de ce qu'on imagine comme type de public. Dispositif Ulysse à disposition de tout l'établissement. Donc, c'est presque du sur-mesure. Hein. C'est de la couture, de la haute couture pour un projet particulier. Voilà. Comme vous voulez. Et je ne vous oublie pas en ligne, hein, promis. Comme vous voulez. Vas-y. Eh bien, c'est son référent. Si je prends le cas, par exemple, d'Émilie que je vous ai cité, Émilie vit 24/24 avec Ron. Donc, c'est son chien et elle ne le remet pas à un centre. Non, elle vit tout le temps avec lui. Comme la plupart des chiens d'assistance qui sont remis à un professionnel. J'avais d'autres questions ici. Oui, pour l'étude que vous avez faite sur la reconnaissance des expressions faciales, ouais. J'avais une question pour savoir comment vous avez fait pour savoir si les améliorations de performance étaient dues au chien ou dues au fait que c'était le groupe qui avait passé la même expérience pour l'année. Oui, si en fait il n'y a pas eu un apprentissage de ces expressions-là. Alors déjà, c'est parce que l'autre groupe qui n'avait pas accès aux chiens n'a pas bougé en termes de compétences. Sur l'année, il n'y a pas eu une maturation. Et on a aussi des études qui montrent que l'effet test-retest, il disparaît au bout de plusieurs mois. Et donc là, il y avait suffisamment de temps entre les périodes de tests qui nous permettaient de nous affranchir qu'il y a un effet apprentissage des photos déjà vues. Voilà. De rien. J'avais encore une autre main avant. Oui. Est-ce que du coup, le personnel enseignant de l'école reçoit une formation quand il y a un chien ? Alors, c'est la personne qui se voit remettre le chien qui a une formation, mais l'ensemble du personnel, pas à ma connaissance. Ça va être la personne qui a eu la formation qui va rapporter au sein de l'établissement les connaissances, mais pas sur tout l'établissement. Ouais, je vous oublie pas en ligne, promis. Comme vous voulez, j'ai vu. Moi, j'avoue que j'ai trop peur pour, par exemple, les chiens. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants que ça se passe bien, pas qu'il y ait de mauvais gestes? C'est-à-dire pour apprendre aux enfants à bien. Pas qu'il y ait d'accidents ou de ouais. maltraitance de l'animal. En fait, il peut y avoir toute une préparation avant l'arrivée du chien. On va regarder des postures. Qu'est-ce que ça veut dire quand il est dans telle ou telle posture. On apprend aussi des règles de vie. C'est-à-dire il y a des espaces dans la classe qui sont des espaces dédiés au repos de l'animal. Quand il est là, on n'y va pas. C'est son espace privé. Et en fait, on met en place avant l'arrivée de l'animal des règles de vie. Et on n'hésite pas aussi à reprendre des élèves au fur et à mesure parce que c'est un apprentissage. Comme je disais, ça reste du vivant. Hein. On n'est jamais à l'abri d'un accident, mais comme on n'est pas à l'abri d'un accident quand on fait de la motricité, partout en fait, quand on joue dans la cour d'école. C'est vrai que comme là, on introduit un animal qui est vivant, on peut essayer de prévoir au maximum pour éviter les accidents, mais à ma connaissance. Oui, aussi pour le chien, ouais. Mais c'est de la surveillance de tous les instants pour le professeur qui décide d'avoir un animal dans sa classe. C'est pour ça que très souvent, on a des établissements qui se tournent vers des professionnels qui viennent faire des activités sur un temps dédié et qui, eux, ont la gestion de leur animal pendant que le professeur a la gestion de ses élèves.
Et donc, on a finalement plusieurs adultes qui peuvent gérer. Mais les accidents, ça peut arriver, mais dans toutes les expériences, tous les gens avec qui j'ai discuté, pas d'accident, en tout cas recensé ou relaté. J'en fais encore une dans la salle et après je repasse en ligne, je vous oublie pas. Vas-y, je t'écoute. Alors déjà, le chien fait partie des espèces les plus présentes dans notre vie quotidienne. C'est l'espèce animale avec laquelle on a cohabité depuis le plus longtemps et qui a les compétences les plus développées dans la reconnaissance de nos signaux de communication. Donc ça facilite les interactions. Le chien, il est facilement transportable emmenable dans une classe, par exemple, là où emmener un cheval, c'est compliqué. Mais pour autant, c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé parce que je suis restée dans l'établissement scolaire, mais il y a énormément d'activités où on sort des murs de l'école pour aller faire des activités avec des chevaux ou des fermes pédagogiques. Donc ça existe, mais c'est vrai que le chien, pour ces caractéristiques-là, fait que c'est l'espèce la plus populaire avec le cheval pour les activités de médiation animale. Alors, je vais venir vous voir en ligne, je ne vous oublie pas. Donc, Clélia, tu n'as pas posé une question. Hélène, ouais, oui, je pense, il n'y a pas de souci, Hélène, je te réponds comme ça, mais oui, c'est possible. C'est sa question. Floriane, quelles sont les règles administratives pour qu'un professeur des écoles formé à la médiation puisse travailler en classe avec son chien en dehors de la classe? Alors, classe de CP, on dit notamment de faire des ateliers de lecture. Alors oui, il faut une assurance, un suivi vétérinaire et cette formation. Mais en plus, ça va être très dépendant des académies, si je ne me trompe pas. Donc, Floriane, si tu es enseignante, et même s'il y a des enseignants ici, j'encourage à aller vers le magistère que notamment Hélène, qui est en ligne, anime sur l'Académie de Montpellier, qui est vraiment un groupement de l'ensemble des professeurs qui ont envie d'inclure la présence animale à l'école. Mais très souvent, les règles sont dépendants, académie dépendant, et tant qu'on n'a pas une législation au niveau du territoire français, ben on va avoir cette disparité qui existe. Donc, désolée Floriane, je n'ai pas une liste spécifique. Alors Myriam, sommes-nous en voie d'obligation d'avoir un chien carte pour pouvoir maintenir la médiation animale avec un chien, notamment dans le cadre scolaire? Non. Non, non, non. On n'est pas obligé d'avoir un chien d'assistance pour faire de la médiation animale, bien heureusement, parce que les chiens d'assistance, on n'en forme pas des milliers par an. Et si on veut faire de la médiation animale, il est possible de le faire avec un chien qui n'est pas labellisé chien d'assistance, bien heureusement. Protocole de cadrage pour faire intervenir son chien en dispositif Ulysse. Alors oui, il y a des conventions, et comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est très dépendant des établissements et je ne suis pas vraiment dans les aspects administratifs. Donc j'encourage à aller vers ce groupement dans le magistère. Alors, la question Madame Blanchard, en fait, ce que j'ai trouvé sur Madame Blanchard, c'est qu'elle est au niveau du CDI, donc elle est documentaliste. Donc, elle est vraiment au sein de l'établissement. Donc, avec le chien où elle faisait de la lecture. Et donc, elle a vraiment son chien dans le CDI et il participe à ces ateliers lecture. Je crois que j'ai remonté tout le fil des questions en ligne. Et donc, je reviens. Ouais, vas-y. Vous avez parlé d'un chameau, mais vous ne m'avez pas redit. En fait, avec le chameau, on a des activités aussi d'apprentissage qui sont faites. Donc, les élèves sortent de la classe, vont sur le lieu où vit le chameau. Et ça peut être des séances autour du français, autour des maths. Et le chameau est là pour participer à des activités qui mettent en mouvement le corps, qui mettent en mouvement l'esprit.
comme un facteur de motivation. Et du coup, il y a vraiment un projet de recherche qui essaye d'évaluer aussi bien les apports du chameau que les apports des chevaux et du chien dans ce programme, le cartable de Rico. Ça vient de commencer, donc pour l'instant, il n'y a rien de publié, mais ça arrivera dans quelques années. Ouais. Un chien qui a est remis à la personne qui fait son référent, est-ce que c'est pour une durée déterminée ou pas? Alors, un chien d'assistance est remis à son référent, mais reste la propriété de l'association qui l'a formé. Donc, plusieurs solutions au moment où arrive la retraite. Soit le référent décide de garder le chien qui ne va plus travailler, donc ça devient un chien de compagnie à la maison. Soit il y a tout un réseau de familles associées qui peuvent adopter ce chien pour finir sa vie tranquillement de retraité. Donc c'est vraiment très dépendant, mais le référent, le bénéficiaire, peut décider de le garder en chien à la retraite de compagnie. Ouais. C'est comme une notion d'assistance, s'il garde le chien, on ne peut pas demander pour avoir un autre chien dans le garde. Alors pour les chiens CARS, je ne sais pas ce qui a été décidé parce que c'est récent, c'est 2020. Donc la question du renouvellement s'est pas encore posée. Si ça se passe comme pour les autres chiens d'assistance, c'est à la demande. C'est-à-dire qu'on a certains bénéficiaires qui ont leur chien d'assistance à la retraite et qui vont avoir un nouveau chien d'assistance qui travaille. Donc c'est possible, mais je ne sais pas ce qui a été décidé encore pour les chiens CARS, c'est un petit peu tôt par rapport au recul. J'avais vu une autre main. Ouais. Est-ce que les enfants ont des effets positifs sur les actions? Alors, c'est une bonne question. Alors, de manière générale, quels sont les effets de ce travail spécifique de l'animal? Eh bien, c'est une littérature hyper récente qui date d'il y a une dizaine d'années. Les questions qu'on se pose pour l'instant sont plus, est-ce que l'animal ressent du stress au moment du travail? Mesures comportementales, mesures physio. Mais mesurer vraiment, est-ce que l'animal prend du plaisir à ce travail-là? À ma connaissance, je ne connais pas d'études scientifiques. On est plutôt sur le versant, est-ce que ce n'est pas délétère pour l'instant? Est-ce que l'animal n'a pas de stress? Après, il faudrait être capable de détecter quels sont les signaux de plaisir, qu'est-ce qu'on peut observer, mais c'est tout à fait faisable, mais ça nécessite de monter des projets. Mais ce serait hyper intéressant en effet. Ouais. J'avais une question parce que vous aviez évoqué les avantages d'un animal de compagnie et des animaux d'assistance. Oui. Est-ce qu'il y a une perception par, que ce soit les adultes ou les enfants, faire une perception différente entre un animal de compagnie chez soi et un animal d'assistance à l'école, ou ça n'a pas été étudié C'est-à-dire, si on le perçoit de la même façon? Est-ce que c'est mis dans la catégorie animal de compagnie ou il y a vraiment la différence de l'animal de compagnie chez soi et Alors, je ne vais pas pouvoir m'appuyer sur de la littérature par rapport aux enfants, mais sur un projet de recherche qu'on est actuellement en train de mener, totalement autre, mais c'est sur la perception de l'architecture urbaine et de la ville par les adultes autistes. Et parmi les éléments, on nous a cité les chiens. Et ce qui est intéressant, c'est que ces adultes autistes nous disent, si c'est un chien d'assistance, c'est OK. J'en ai pas peur, même si je le connais pas. Par contre, c'est un chien qui n'est pas un chien d'assistance, je le connais pas. Ah, je suis pas super à l'aise. Donc ça, c'est un point d'entrée où je peux te répondre. Pour des adultes autistes, ils en font clairement la différence. Pour les enfants, j'imagine que oui, parce qu'on a déjà un signe physique, ils ont une cape, ou en tout cas un harnais ou quelque chose qui les différencie. Et puis dans la façon où on va présenter l'animal, je pense que ça modifie aussi la perception. Mais alors des études là-dessus, tu me poses une colle. Il n'y a pas eu d'observation d'impact sur le comportement de l'enfant en lui-même qui va interagir différemment? Non, pas à ma connaissance. Mais si je cite juste une idée, les études sur la médiation animale, tout domaine confondu, à l'heure actuelle, il en sort plus de 150 à 200 par an. Je ne suis pas au courant de tout ce qui se fait. Et si on rajoute les chiens d'assistance, les animaux de compagnie, impossible de connaître toute la littérature. Donc je dis bien à ma connaissance. Ouais, je ne vais pas vite, désolée. Est-ce que tu as des différences sur l'impact de la médiation à l'alcool pour les animaux qui se
Alors, quelquefois, on rajoute ce facteur, est-ce qu'il a un animal ou non à la maison, mais étudier en tant que tel, 2 groupes séparés, ça n'a jamais été fait, mais le facteur peut être dans certaines études influençant, c'est-à-dire on n'a pas tout à fait les mêmes résultats. Et là où ça influence déjà, c'est dans l'intérêt spontané vers l'animal. Vivre avec un animal fait que spontanément, on va plus s'y intéresser quand on rencontre un animal nouveau. Donc ça va changer dès le départ l'attrait possible pour l'activité. Sur les bénéfices en tant que tels, là encore pas à ma connaissance, mais peut-être une petite recherche biblio à faire. Je regarde de nouveau en ligne, comme ça vous pouvez. Je reviens vous voir en ligne, je ne vous ai pas oublié. Ah, chouette. Du coup, merci pour l'info en ligne que je vais vous partager. Donc, Émilie Héron, j'imagine, nous partage que Little, que vous avez vu en vidéo, s'est arrêté de travailler et sa référente a accueilli depuis un nouveau chien. Donc, voilà, il y a eu un renouvellement. Et si jamais vous êtes intéressé par le magistère, je ne sais pas si vous aurez accès, il y a eu le lien qui est mis en ligne sur le chat. Mais bon, vous pouvez le retrouver très facilement. Est-ce qu'entre-temps, il y a eu d'autres questions qui émergent? C'était pour savoir, est-ce qu'il y a eu des études qui comparaient la perception des séances de travail chez les chiens de l'éducation qui n'ont pas forcément une formation et les chiens d'assistance qui ont une? Est-ce qu'il y a plus de stress chez les chiens qui... Alors, je sais qu'il y a eu des études qui comparent le stress chez les chiens de médiation, des études chez les chiens d'assistance, mais un même protocole qui compare les deux, pas à ma connaissance. Et dans ces études, pour répondre sans comparaison, il peut y avoir des moments de stress pour certains chiens ou pour certaines activités, mais quand on compare les études, certaines disent non, il n'y en a pas, certaines, il y en a qui disent oui. Donc, c'est encore quelque chose qui est assez controversé. Ce n'est pas quelque chose de consensuel, c'est-à-dire il n'y a jamais de stress ou il y en a tout le temps. Je pense que vraiment, c'est exercice dépendant, ça va être personne qui accompagne dépendant, public dépendant. Il y a plein de facteurs qui peuvent jouer sur la présence de stress ou non du chien au moment de la séance. Et puis, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que certes, il y a le stress aigu, mais il y a le stress chronique. C'est la répétition du travail. Est-ce qu'à un moment donné, on peut avoir un effet chronique qui se met en place et un effet mal-être si il y a trop de stress à chaque séance de travail, et on peut voir des dégradations en termes de santé, en termes comportementaux, peut-être un peu plus agressivité. Mais je vais dire, allez, quasi à 100% des professionnels que je rencontre sont hyper vigilants et font attention à tous ces aspects-là pour garantir au mieux le bien-être de l'animal avec lequel ils travaillent. Tu avais une question? Ouais. Vous parliez du fait que la personne qui a eu son chien d'assistance refusait ouais. à l'école, même si elle était en règle. Est-ce que ça, c'est possible de faire des recours derrière ou alors obligatoirement... C'est ce qu'ils ont fait. Hein. C'est ce qu'ils ont fait, mais ils n'ont jamais obtenu gain de cause. Alors, je ne sais pas si Nathalie est en ligne, mais en fait, c'est arrivé quand Suzy était en CM1. Et donc, en fait, ils ont arrêté de se battre pour plutôt miser pour trouver un collège dans lequel Suzy, ce serait sûr qu'elle pourrait y aller avec Gringo. En se disant, bon, allez, on a encore une année à passer, mais on veut s'assurer que pour la suite, ça soit possible. Mais logiquement, on n'a pas à interdire à partir du moment où les conditions sont remplies. Voilà. Ouais. Vous avez parlé que dans certaines cultures, il y a une vision assez négative du chien. Ouais. Est-ce que les bénéfices de l'apport d'un chien dans l'école sont aussi observés chez ces personnes? Et est-ce que ça modifie leur perception d'un chien quand il est introduit dans une classe? Alors, à ma connaissance, on n'a pas spécifiquement comparé des cultures entre elles. Par contre, on a une expérience qui a été faite par la même équipe de recherche que celle qui comparait chiens qui arrivent versus une classe sans chien en résidence. Il y avait une autre classe où c'était des enfants immigrés première génération,
et il montrait qu'il y avait des bénéfices aussi pour cette classe-là. Alors, il parlait pas de culture en particulier, mais c'était des enfants immigrés de tout type de pays. Et là, on voyait quand même des bénéfices. Donc, on suppose que s'il y a une appréhension dans ce type de classe, elle a pu être levée, mais ça peut être un réel frein. Je pense notamment à des groupes de parole qui avaient été faits il y a quelques années par Sandy Beller, qui est une praticienne du côté de Bordeaux, avec des gens de plein de cultures différentes et qui disaient avoir une réelle appréhension du chien d'un point de vue culturel, mais aussi du coup une phobie qui s'était mise en place. Donc je pense que les freins culturels peuvent être levés si ça se prépare avant. Mais sans préparation, on va droit au clash. Et il faut pas hésiter à se dire si ça passe pas, on ne fait pas, on adapte, parce qu'il faut pas que ça aille être délétère pour une certaine catégorie d'élèves au profit d'autres. Il faut mieux repenser le projet dans ce cas-là. Une dernière petite question. Oui. Est-ce qu'on connaît les véritables variables qui permettent d'expliquer pourquoi l'assistance des chiens fera un effet anxiolytique? Je n'ai pas entendu la fin, excuse-moi. Je répète. Ouais, je veux bien. Est-ce qu'on connaît les véritables variables qui permettent d'expliquer pourquoi l'assistance des chiens a un effet anxiolytique? Oui. Alors, c'est un effet anxiolytique sur différents niveaux. Il est anxiolytique déjà d'un point de vue physiologique parce que ça va changer l'excrétion de cortisol ou d'ocytocine. Donc déjà sur ce jeu des hormones, ça va jouer. Et il y a un volet psychologique. Certains l'ont dit dans les reportages, ils ne me jugent pas. Donc à partir du moment où on est dans un contexte qui est plutôt serein, on ne se sent pas jugé, le stress va diminuer, le stress psychologique. Donc ça joue à la fois sur le levier biologique et sur le levier psychologique qui donne un effet global de « je me sens mieux apaisé en présence du chien ». Donc c'est vraiment sur ces deux volets que ça joue, du chien ou d'autres animaux. Et ce n'est pas spécifique à l'animal d'assistance, on a ça en présence d'un chat ou d'un chien qui n'ont pas ce label d'assistance. Ouais. Qui était la dame pour le documentaire? Laquelle? Celle. Ah, mais oui! Qui était de dos? Est-ce que certains ont deviné? Vous la connaissez? Quelqu'un de très connu. Allez, je vais faire appel à ceux de ma génération si je dis chouchou et loulou. Oui. Donc Alexandra Lamy prépare un documentaire sur la médiation animale dans les institutions en France qui paraîtra sur France Télévisions. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que ce qui est aussi intéressant, c'est que en fait, des gens connus se saisissent aussi de cette question et à partir du moment où des gens connus, ça va faire boule de neige aussi plus haut dans les administrations, ça va être connu par le grand public. Donc ça veut dire qu'au niveau de la recherche, on va pouvoir développer plus de choses, que sur le terrain, les gens qui peuvent avoir des freins vont pouvoir peut-être être levés. Et ça va être finalement un développement de cette pratique qu'on espère toujours respectueuse du bien-être de l'ensemble des participants, bien entendu. Alors, j'ai encore une petite question en ligne. Est-ce qu'on peut observer de la frustration chez un chien qui ne peut plus venir? Alors, on n'a pas d'étude, Myriam, à proprement parler, mais vous n'êtes pas la seule à me le dire, puisqu'elle rapporte le cas d'une de ces 3 chiennes, des chiens qui arrivent à la retraite et qui ne travaillent plus, et qui montrent des envies de continuer à monter dans la voiture le matin pour aller bosser, une forme de frustration à ne plus continuer ce travail. Donc, ça peut nous donner des indices sur le fait qu'ils aiment ça, mais on n'a pas d'études à grande échelle, mais beaucoup de témoignages. Oui. Au sujet de la retraite des chiens, c'est quoi les critères justement pour dire qu'un chien est à mettre à la retraite? Oui.
Alors, souvent, on parle de retraite avec l'âge, 8-10 ans, en fonction des races. Mais ça peut être aussi des aspects santé. Si il y a le développement de certains problèmes de santé, on peut envisager une retraite avant, mais aussi un manque de motivation à travailler. On n'hésite pas en fait à regarder plein de paramètres. C'est pas seulement un seuil d'âge pour pouvoir être au plus proche des besoins de l'animal. Et puis dans certains cas, si à 10 ans, le chien il est toujours motivé, ben, ça se discute aussi dans le sens inverse. Est-ce qu'il n'est pas un peu tôt pour le mettre à la retraite? Est-ce qu'on peut envisager encore quelques mois de travail? Donc voilà, c'est vraiment bien connaître l'animal avec qui on bosse pour savoir à quel moment ben, il faut arrêter. Et peut-être que c'est là aussi le moment où on peut arrêter parce que je sens qu'il y a une fin qui approche. Il est 8 heures, c'est l'heure de se rentrer et de manger. Alors, je dis encore un grand, grand merci à l'association Aube pour m'avoir invitée. C'était un vrai plaisir d'être avec vous. Et puis, merci d'être venus aussi nombreux, aussi en ligne. Merci, c'était cool. Et je vous dis encore une belle réussite pour toute votre année de conférence. Et n'hésitez pas à me recontacter si vous voulez. Je suis présente sur les réseaux. Vous pouvez m'envoyer un petit message et tout, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, très bonne soirée. Merci beaucoup à vous tous. On a été 120 ce soir, alors en présentiel et en distanciel aussi. Donc c'est énorme. Merci à vous. Merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner à l'eau sur Insta. Bonne soirée. Salut aussi en ligne.